Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour sur Bismart for Change à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision à travers vos box. Émission que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur notre site bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira et sur vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance un peu compliquée qu'on va décrypter avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. La pression s'exerce notamment sur le compartiment des matières premières, que ce soit les métaux ou l'énergie. On voit des décrochages assez violents. Le pétrole qui recule de 4 à 4,5% sur fond d'inquiétude macroéconomique. Pas tant du côté américain que du côté chinois. D'ailleurs, c'est bien la poursuite de l'enlisement et de la non-reprise de l'économie chinoise qui semble inquiéter les investisseurs à ce stade, même s'il y a des interrogations également sur la course de l'économie américaine. À ce sujet, les investisseurs vont faire face à des séries de données statistiques importantes dans les prochains jours, relatives notamment au marché du travail américain, qui est désormais le point de focalisation et d'attention de la Réserve fédérale américaine et de son président Jérôme Powell, qui l'a parfaitement expliqué il y a une dizaine de jours lors de son discours de Jackson Hole. La Fed ne veut plus voir de dégradation du marché du travail à ce stade et se tient prête à agir si nécessaire. L'ambiance était un peu différente, il faut le dire, du côté de la Banque centrale européenne, même si sur le plan économique, la situation pourrait justifier peut-être d'une action un peu plus rapide de la part de la BCE. Ça ne semble pas être dans les tuyaux pour l'instant, même si une deuxième baisse de taux de la BCE est attendue le 12 septembre prochain à l'occasion de cette réunion de rentrée. Discussion à suivre sur ces sujets macroéconomiques et de politique monétaire avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Sur la partie action, on voit des indices qui lâchent un peu plus de 1% en Europe. Là aussi, vous aurez le détail dans un instant avec Pauline Gratel. Et peut-être une nouvelle hiérarchie sectorielle qui est en train de se mettre en place depuis quelques semaines. En tout cas, on voit des secteurs traditionnellement perçus comme défensifs regagner en intérêt. On peut citer le secteur de la santé, par exemple, le secteur des télécommunications, des opérateurs télécoms ou encore le secteur de l'assurance qui font figure de secteurs leaders en Europe ces dernières semaines. Et à l'inverse, un secteur qui semble connaître une tempête parfaite, c'est celui du secteur automobile qui a rendu beaucoup des gains qui avaient pu être accumulés sur les 3-4 premiers mois de l'année. Pendant un trimestre, au moins, le secteur automobile a été un secteur leader en Europe. C'est une histoire passée désormais entre les problématiques chinoises, les questions sur la demande vis-à-vis du véhicule électrique. On voit un secteur automobile en Europe qui est lourdement affecté aujourd'hui encore, tant et si bien qu'un groupe comme Volkswagen évoquait pour la première fois de son histoire hier l'idée de pouvoir fermer certains sites de production en Allemagne, pays dans lequel Volkswagen emploie un peu plus de 300 000 salariés. La tempête parfaite du secteur automobile, ce sera un sujet également avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure thématique, on fera un point et un état des lieux même du marché immobilier à travers les SCPI. C'est un des leaders du marché qui sera avec nous à partir de 17h45. Le directeur général de Sofidy, Jean-Marc Peter, sera avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Tendance négative pour les marchés d'actifs risqués et pour les bourses européennes dans leur ensemble aujourd'hui. Oui, exactement. La tendance est à la baisse alors que les marchés américains rouvrent leurs portes après une journée off, celle de la fête du travail. Le CAC 40 reste tout de même au-delà des 7600 points. Les investisseurs attendaient la publication de différentes enquêtes, dont l'ISM manufacturier américain du mois d'août, qui ressort toujours en zone de contraction à 47,2, mais en légère amélioration par rapport à juillet. Bon, je le disais, si on peut s'interroger sur la course de l'économie américaine, les vrais doutes profonds concernent plutôt l'économie chinoise qui pose de plus en plus de problèmes au marché en cette rentrée. Oui, c'est ça. Les doutes sur une reprise chinoise s'expriment à travers la baisse marquée de l'ensemble des matières premières aujourd'hui. Le pétrole lâche jusqu'à plus de 4%. Dans le sillage des matières premières, on constate une baisse des taux longs généralisée avec un 10 ans américain qui retombe autour de 3,80%.
Dans l'actualité des entreprises, Exosens brille après sa première publication semestrielle. L'entreprise qui est entrée en bourse en juin dernier fait état d'un chiffre d'affaires qui a doublé au premier semestre à 187 millions d'euros. La croissance organique de l'entreprise grimpe de 35% grâce au volume des ventes. Ce matin, le titre était en tête du SRD et gagnait 8%. Nexans, de son côté, atteint son plus haut niveau historique en bourse. Oui, Chypre et la Grèce ont signé un accord pour relier les deux pays grâce à une liaison électrique et le fabricant de câbles français sera ainsi chargé de ce tronçon. Ce projet d'interconnexion de la Grand-Mer permettra de lier l'Union européenne et Israël. Le titre de Nexans touche son pic historique et est en hausse de plus de 7%. Et puis la santé qui revient sur le devant de la scène. On évoquait Sanofi hier. Aujourd'hui, c'est Valneva qui est en vue avec une belle hausse pour le titre aujourd'hui. Oui, Valneva et Pfizer annoncent des données positives pour le potentiel vaccin contre la maladie de Lyme dans une étude de phase 2. Le titre est en hausse au sein du SBF 120 de 4%. Enfin, dans le secteur automobile, Volkswagen évoque la fermeture d'usines en Allemagne dans une optique de réduction des coûts. Et ce serait une première pour Volkswagen. En 90 ans d'histoire, le titre lâche 1%. En France, Renault aussi est en baisse de 2,5% et bon dernier du CAC 40. Et puis on retiendra côté américain la baisse du titre US Steel aujourd'hui. Kamala Harris affirme que l'entreprise doit rester américaine alors que Nippon Steel a émis l'idée d'un projet de rachat sur l'entreprise en décembre. Depuis le début de l'année, le titre US Steel est en baisse de plus de 20%. Enfin, l'agenda macro qui va se charger dans les prochains jours et notamment demain. Demain, oui, la journée sera rythmée par la publication des enquêtes PMI services définitifs et les prix à la production industrielle de juillet pour la zone euro. Aux États-Unis, les investisseurs regarderont aussi la balance commerciale du mois de juillet, mais surtout le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juillet. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault nous accompagne, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management et Didier Borowski à nos côtés également. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute. Un mot peut-être de la macro et des politiques monétaires pour commencer avec vous. Didier, qu'est-ce que vous comprenez à ce stade de la fonction de réaction des banques centrales, notamment de la fonction de réaction de la Fed dans le sillage du discours de Jérôme Powell au regard de l'état de santé de l'économie américaine par rapport à la fonction de réaction de la Banque centrale européenne. Les deux banques centrales vont délivrer une baisse de taux au cours du mois de septembre. On a quand même l'impression que les motivations sont un peu différentes de part et d'autre de l'Atlantique. La situation est radicalement différente entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est un premier élément. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, si on remet les choses en perspective depuis début 2022, c'est qu'il y a quand même une hausse des taux très marquée aux États-Unis. Et que depuis le pic d'inflation, l'inflation a beaucoup ralenti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le taux des Fed Funds, le principal taux directeur de la Réserve fédérale, est désormais au-dessus des principales métriques d'inflation, et notamment de l'inflation sous-jacente. Quand on regarde le déflateur de la consommation des ménages dans les comptes nationaux, c'est un peu technique, mais c'est ce que regarde la Réserve fédérale. Au cours des 3 derniers mois en rythme annualisé, on est déjà en deçà de 2%. Ouais. Donc il y a des indicateurs qui montrent qu'il est temps, en effet, de commencer à baisser les taux. Et puis rappelons quand même une chose, la Réserve fédérale n'a pas commencé à baisser ses taux. La BCE a déjà commencé à baisser ses taux. Donc il y a un argument taux réel qui est bien là. Deuxième argument, qui est très important, c'est que quand on regarde les gains de productivité aux États-Unis et la dynamique des salaires, on a des coûts salariaux unitaires qui sont sous contrôle. Et donc, ça devrait ancrer les anticipations d'inflation et permettre à cette désinflation de persister. Et donc ça, c'est un élément qui consiste à dire, est-il rationnel de maintenir des taux réels des Fed Funds aussi élevés, même si la croissance, on va revenir dessus, reste assez solide dans ce type d'environnement? Non, il y a une volonté de revenir graduellement, et c'est là la grande question, c'est à quel rythme, à un taux dit neutre. Alors maintenant, la question, c'est en effet, est-ce qu'il faut baisser les taux quand la croissance reste très au-dessus de son potentiel? Parce qu'on a 3% de croissance au deuxième trimestre, on a l'impression que ça ne faiblit pas trop du côté de la conjoncture américaine, et puis on a Jérôme Powell qui nous dit la principale menace, c'est maintenant l'emploi, c'est plus l'inflation. Alors évidemment, on se pose la question de savoir s'il est urgent de baisser les taux d'intérêt. Mais je crois que le cycle américain va commencer à s'essouffler, à battre de l'aile. Alors il n'y a pas péril en la demeure, pas de récession, etc. Mais l'idée qu'on ait une croissance qui revienne et qui soit même pendant plusieurs trimestres en deçà du potentiel
potentielle dans les trimestres qui viennent est assez fiable, avec une détérioration sans doute un peu graduelle du marché du travail. Donc on va regarder bien sûr le marché du travail de vendredi, compte tenu de ce qu'a dit Jérôme Powell, mais on peut très facilement justifier 50 à 100 points de base de baisse de taux du côté de la Réserve fédérale sans avoir d'affaiblissement conjoncturel très marqué. Il y a un côté un peu forward-looking dans Bien le sûr. discours de Jérôme Powell, Mais qui est bien capable de voir à travers le 3% de croissance du PIB au T2, le 4,3 ou 4,2% de taux de chômage qu'on aura encore pour l'été et pour le mois d'août. Il est capable de voir au-delà et de se projeter au-delà de ce qu'on voit immédiatement. Mais il peut déjà justifier, indépendamment, sans affaiblissement de l'activité, Ouais. ils peuvent déjà facilement justifier 100 points de base de baisse de taux. D'accord. Donc ça, c'est un premier Donc il y a élément 4 baisses de taux faciles pour la Fed, là. à 4 de justifier 25. compte tenu du niveau D'accord. d'inflation, Ok. des coûts salariaux unitaires, etc. Alors ensuite, la vraie question, c'est à quel rythme il va le faire, parce qu'évidemment, si la croissance reste solide, il n'y a pas de raison d'aller à un rythme très, très rapide. Mais l'idée de faire 100 points de base dans les 6 à 9 mois qui viennent, c'est quand même assez crédible. Alors, de notre point de vue, il y a un emballement des anticipations de marché, avec 4 baisses de taux anticipées d'ici la fin de l'année. Oui. Ça nous semble un peu rapide. D'accord. Compte tenu d'une fonction de réaction normale. C'est un peu trop concentré, vous dites. C'est un peu trop concentré. Il y a peut-être un excès d'anticipation du côté des baisses de taux. C'est pas sur la direction que j'ai un problème, c'est peut-être sur l'ampleur des baisses de taux en aussi peu de temps. Il faudrait vraiment une séquence de chiffres très négatifs pour faire que la Réserve fédérale aille dans cette direction. Et donc, on va regarder de très près, bien sûr, comme tout le monde, le marché du travail vendredi. Alors, en Europe, rien à voir, parce que nous, on n'a pas une croissance très au-dessus du potentiel. On peine à revenir vers le fameux potentiel de croissance, qui en plus est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. On a des coûts salariaux unitaires qui restent très élevés, parce qu'on a des salaires qui, même s'ils ralentissent, continuent de croître avec retard et de rattraper un peu les hausses de prix. Et puis, il n'y a pas de productivité, ou très peu. Et donc, la question qui se pose pour la Banque Centrale Européenne, c'est quid à moyen terme, enfin je veux dire d'ici un an, si on a des coûts salariaux unitaires qui continuent d'être assez élevés, est-ce qu'on ne va pas avoir une inflation sous-jacente, notamment dans les services, qui va rester persistante? On ne voit pas quand même la tension sur les salaires décélérer un petit peu devant nous à travers les négociations salariales, etc. Je crois que même c'est accrédité par la Banque Centrale Européenne et un membre comme Isabelle Schnabel dans son dernier discours. Elle met quand même ce point dans la case de la désinflation et de la tendance désinflationniste intacte à ce stade. On s'attend à ça. On pourrait aussi avoir une petite reprise technique de la productivité. Les marges de profit qui vont aussi se réduire un peu, etc. Elles se sont déjà beaucoup réduites. Donc il y a des éléments qui permettent de militer pour une poursuite des inflations. Et c'est pour ça que, abondant dans votre sens, nous on anticipe un peu plus de baisse de taux du côté de la BCE que ce qui est anticipé. Mais sauf que la conclusion que tire Isabelle Schnabel de cette situation et de cet état des lieux qu'elle dresse n'a pas l'air d'être la vôtre, Didier. Non, mais comme je dis, je pense qu'il y a un élément qui fait qu'il y a toujours des faucons du côté de la Banque Centrale Européenne. Il y a les évolutions salariales et les coûts salariaux unitaires. Et à juste titre, ils peuvent s'inquiéter de la persistance de certaines pressions inflationnistes. Mais je suis assez d'accord que dans l'ensemble, les indicateurs plaident pour continuer la séquence monétaire et faire 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, un peu comme aux États-Unis. Enfin, je veux dire, d'ici la fin de l'année, ça nous semble assez raisonnable et rationnel. Et il n'y a pas grand danger à le faire compte tenu du fait qu'on a déjà passé le pic d'inflation. Maintenant, la question, c'est à quel rythme est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin et quand est-ce qu'on va revenir vers les sacro-saints 2%. Cette persistance de l'inflation sous-jacente, elle est plus marquée en zone euro qu'aux États-Unis. Donc il est normal qu'il y ait plus de débats en zone euro qu'aux États-Unis. Et puis il y a un point d'interrogation, on y reviendra si vous avez des questions, sur le cycle en Europe. Il y a des risques que la demande interne n'est pas vraiment au rendez-vous comme on l'attendait. Donc il y a des doutes sur comment les facteurs politiques et les facteurs réglementaires budgétaires peuvent aussi peut-être avoir un impact sur la poursuite du cycle en Europe. C'est clair que l'étape qui vient pour l'ensemble de l'Europe, c'est une phase dite de consolidation budgétaire qui ne va pas évidemment ajouter de la croissance. Donc on va sortir de la période de vache grasse, entre guillemets, c'est-à-dire d'expansion budgétaire pour combler. Et ça peut en effet jouer négativement sur l'activité. Comment vous regardez ces histoires de baisse de taux et ce cycle devant nous? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez synchronisé ou est-ce qu'il faut imaginer du désordre entre une Fed ou en tout cas un Jérôme Powell qui tient un discours résolument dovish ou agressif alors que l'économie américaine n'a peut-être pas besoin urgemment en tout cas de baisse de taux agressive, et à l'inverse une BCE qui, si elle est partie la première, semble quand même sur la retenue et semble pas se précipiter vers une accélération de son cycle de baisse de taux, quand bien même la conjoncture pourrait le justifier. Alors, on en avait parlé la dernière fois que je suis venu. Et même la fois d'avant, et la prochaine. Il me semblait évident qu'il y avait un manque de stratégie de la part de la BCE et malheureusement pas. En tout cas, on a l'impression qu'il ne voit qu'un risque. Le discours Schnabel là-dessus est très clair. Qu'il y a un risque peut-être de persistance de l'inflation, je ne le nie pas, mais c'est le seul risque sur lequel il se focalise aujourd'hui. Ouais.
Mais à la limite, ils sont dans leur mandat, mais et puis c'est vrai que c'est 20 gouverneurs qui ne s'entendent pas, ou chacun campe sur une idée qu'il se fait de l'histoire. C'est vrai que le consensus est difficile à trouver, mais au final, ce qu'on se disait ce matin en comité d'allocation, est-ce que c'est bien ça le plus important ? Parce que finalement, le consensus se trouve tout le temps, et c'est vrai que ils ont même réussi à baisser les taux en premier. Mais la BCE avait pas de stratégie. Bon là, je pense qu'avec la Fed qui entame un cycle de baisse des taux, c'est plus facile pour la BCE de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'elle doit faire. Ça va inciter la BCE à... Je pense pas, mais ça va rassurer la BCE, parce que je pense que la BCE qui tirait en avance de la Fed, c'était extrêmement inconfortable pour la BCE, parce que je sais même pas pourquoi. Bah si, je vais vous dire, l'euro va s'effondrer et on va se reprendre un choc d'inflation importé. Oui, l'euro n'a cessé de monter depuis la baisse de taux du mois de juin. Oui, mais parce que c'est pas ça qui fait les dynamiques des devises, c'est toujours les anticipations. Et donc, on sait que la BCE va aller vers un taux... allez, je dis au hasard, entre 2 et 2,5. Allez, on sait que ça sera le taux d'arrivée, et puis que la Fed va probablement atteindre un taux entre 3 et 3,5. Allez, on fait avec une étape, on pense à 4. Donc une fois qu'on a dit ça, la route est assez tracée. Donc sur les banquiers centraux, moi, j'ai l'impression que c'est un peu de l'histoire ancienne, et que finalement, la route étant tracée, les marchés savent que en cas de choc, et de choc exogène qu'on voit pas bien, alors là par contre on a du mal à voir, on a même changé le scénario négatif de Myria Asset Management, parce qu'on a du mal à voir quel peut être le scénario négatif qui nécessiterait vraiment une réplique musclée de la part des banquiers centraux. Le seul truc que j'ai trouvé, alors je vous le livre, c'est que la réaction du marché au Japon peut constituer les prémices de risque, un peu comme ce qu'on avait vécu en 2018, avec des corrélations qui remontent d'un coup, les corrélations implicites qui remontent d'un coup, et qui finalement nous amènent à une année un peu délétère. Donc ça, on a maintenant des risques beaucoup moins, j'ai l'impression, géopolitiques, politiques, parce que les conflits sont quand même assez identifiés, et même si on prend le Proche-Orient, ça nous semble être... Oui. Va vers une désescalade plus qu'une escalade. Et donc on n'a plus ces risques géopolitiques. Enfin, on a l'Ukraine qui est vraiment, encore une fois, ça reste un truc dramatique, mais c'est quand même assez figé. Les positions sont assez figées. Et là, on rentre dans une séquence financière où on a du mal à voir quels peuvent être les désordres infligés à l'équilibre ambiant. L'équilibre ambiant étant constitué par les banquiers centraux. Donc là, on a des risques financiers. En plus, le dernier point sur lequel je veux aborder, parce qu'on l'oublie tout le temps, mais je pense que l'obsession de la Fed, enfin, je ne sais pas si c'est l'obsession de la Fed, mais en tout cas, si j'étais à la Fed, moi, mon obsession, ça serait de dégonfler mon bilan et de revenir à un truc post-2020. Et c'est vrai que là, l'effort est quand même assez important, puisqu'on a perdu 1000 milliards de liquidités. Et donc, je pense que ça amène de l'eau à ce que disait Didier, c'est que vraiment, ils peuvent faire 100 bips sans aucun problème, parce que d'autant plus que, parallèlement, ils vont retirer de la liquidité. Et ils vont continuer ce cycle de retrait de la liquidité. Tant que même s'ils ralentissent, je crois, le rythme de réduction du bilan, quand même. Ouais, mais ils sont prudents aussi sur cet aspect quantitatif de leur politique. Mais c'est quand même continu, c'est qu'on voit vraiment que le bilan il n'y a pas de doute, on le voit, oui. Et donc, de toute façon, la Fed, sa stratégie, et là, elle est toujours claire depuis des années, c'est toujours d'avoir des bases de manœuvre et des munitions. Si ça ne vous inquiète pas, les histoires de banquiers centraux et de politique monétaire, qu'est-ce que ça implique pour les marchés ? Est-ce que ce qui se passe là et les baisses de taux qui sont intégrées, pricées, vous dites, voilà, le chemin semble assez bien balisé. Ouais. Ce qui est balisé là, c'est bon pour les actifs risqués toujours ? Oui, absolument. Sauf que ce qui nous paraît bizarre, c'est que les marchés achètent ou vendent l'aléa moral. Donc là, le 1, 2 et 5 août, tout d'un coup,
Il ne va plus y avoir d'acheteurs en dernier recours et de sauveurs. Et les banques centraux vont démissionner de leur mission de stabilisation. Et donc, on a moins 20 sur le Nikkei parce que le gouverneur de la BOG a un discours un peu au quiche et dit on va peut-être remonter les taux, mais on part quand même de très hyper bas. C'est à la mesure du levier qui s'est accumulé, j'imagine, sur ce genre de trade, Pierre. Là, c'est vraiment l'effet papillon. Oui. Honnêtement, 0,15 avec une banque centrale qui a à peu près tous les actifs et un levier qui sert à financer l'économie japonaise. Si c'est plus le one-way trade que ça a été, je peux comprendre que ceux qui sont positionnés sur du carry, alors que ça se déboucle, soient un peu stressés, quoi. Ça, d'accord. Que ça se déboucle, oui, mais que ça engendre autant de volatilité. Là est vraiment, ça nous paraît être là le danger. Voilà. Donc le marché, il est aussi entre j'achète l'aléa moral et je vends l'aléa moral. Bon. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, notamment du point de vue de l'investissement action? Est-ce que les baisses de taux qui se profilent sont bonnes pour l'investisseur action? Qu'est-ce que ça implique pour le marché action? Et je veux bien qu'on commence à évoquer un peu l'idée peut-être d'une émergence d'une nouvelle hiérarchie sectorielle. Les secteurs dont on parle aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène ne sont plus forcément les mêmes dont on parlait il y a quelques mois encore. Ouais. Nicolas Brault. Disons que le seul point à propos des banques centrales, je voudrais rajouter, au-delà du sujet du policy mix différent, structurellement différent aux États-Unis, la sensibilité à la croissance, le mandat qui est différent, de faire comme on semble le dire en ce moment, que la Fed invoque les sujets de l'emploi, qui n'est pas absolument un indicateur avancé, non, pour dire qu'ils vont trop vite. Il y a quelque chose où je ne comprends pas. Voilà, c'est le seul point. Je ne suis pas du tout sûr. Après Didier et Pierre, on dit plein de choses dans lesquelles je me retrouve. On part de 5,5 de niveau de taux. La croissance est en train de ralentir. Il y a des signaux qui rassurent et des signaux qui sont historiquement plutôt annonciateurs d'un ralentissement plus sérieux. Donc je ne conteste pas l'importance des chiffres de l'emploi, mais de dire que la Fed panique pour ça, non, je ne crois pas. Alors après, quelles implications? Du point de vue des marchés obligataires et marchés actions, il faut qu'on y aille, quoi. C'est bien, enfin, on ne va pas parler que de ça tout le temps. De la baisse des taux. Le chemin, il est tracé depuis un moment. La baisse des taux, il fallait l'acheter quand les taux étaient beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, on se laisse porter, mais c'est pas ça qui va guider, en tout cas, notre raisonnement principal sur la classe d'actifs actions. C'est le rythme de la croissance et après, la séquence entre, d'une part, le ralentissement qui est à l'œuvre et qui se voit dans les résultats des entreprises. Rien de dramatique à ce stade. C'est une décélération par rapport aux attentes, c'est une décélération même en absolu, notamment en Europe. Et puis, l'effet favorable de la baisse des taux qui va avoir, d'un point de vue marché, des impacts a priori favorables sur des secteurs qui sont favorables à la baisse des taux. Il se trouve que dans les derniers, mais ça n'est pas un call, c'est un sujet de réflexion, un des derniers qui a commencé à se réveiller cet été, c'est le secteur de l'immobilier. Foncière cotée, ouais. On a énormément d'indications sur le secteur de l'immobilier, de la construction qui est, on va dire, pour l'essentiel compliqué, même s'il y a des zones, et le cycle, s'agissant de la France, c'est le cycle électoral des collectivités locales qui compte, pas le cycle dont on parle tout le temps. Mais sur l'immobilier résidentiel, c'est très compliqué. L'immobilier de bureau, c'est compliqué. La promotion, c'est très compliqué. Néanmoins, on a atteint des niveaux de performance passée, de valorisation et peut-être de dynamique macro qui peut revenir. En tout cas, c'est un sujet de sensibilité pour les prochains mois. Le reste, je dirais que moi, je n'y vois pas assez clair pour voir émerger ce qui est l'espérance. Comment on se projette dans l'année 2025? Est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes qui émergent? Donc, je dirais que tout ça milite pour maintenir un peu des positions et faire quelques ajustements à la base, pas des grands paris. Moi, je suis orienté avec une sensibilité. Croissance, bien sûr. Il est certain qu'il y a des questions. On va peut-être en parler. Vous aurez peut-être des questions sur le monde de la technologie. Il y a deux éléments que j'ai envie de poser. Le premier, d'un point de vue stratégique ou structurel,
don't fight the Fed, don't fight Wall Street, don't fight le pays. Il ne faut pas se mettre à l'envers d'un pays qui est pionnier, soit créateur, soit qui sait attirer tous les innovateurs en matière d'innovation technologique, premier point. Néanmoins, au sein du secteur de la technologie, il y a des cycles. Ouais. On peut les appeler les super cycles. Donc le sujet des semi-conducteurs, il y a une telle accumulation de performances, évidemment incarnée par Nvidia, mais pas que, et en même temps des signes qui s'accumulent. Timing, j'en sais rien, personne n'en sait rien, mais des signes qui s'accumulent, qu'on atteint des niveaux un peu de haut de cycle. Voilà. Donc c'est peut-être moins avec ce secteur des semi-conducteurs et Nvidia, son flagship. D'accord, ok. Qu'on fera de la performance dans la tech. C'est peut-être ailleurs, en regardant un peu ailleurs. C'est plus facile. Notre métier, c'est d'apporter des réponses et de le traduire en actes. Oui. Donc là, c'est une question, mais cette question, elle me semble intéressante à l'horizon 2025. Ouais. À l'horizon 2025. Pour l'instant, sur les segments en forte croissance, il y en a encore sous le pied. Mais comme les marchés sont forward-looking et qu'on agit aussi en variation relative, en dérivée seconde, on voit bien que quand un titre comme Nvidia fait des plus hauts, plus bas que les précédents, le marché nous dit des choses. Rien de conclusif. Ça veut dire qu'il y a dans les marchés qui sont très porteurs un début d'opposition entre ceux qui disent « je ne veux pas rater ce mouvement transformationnel », once in a generation, donc on ne peut pas louper ça. Et puis, la crainte que tout est cyclique. Oui. Tout se finit par soit une demande qui diminue, mais le plus probable, en tout cas dans les semi-conducteurs, c'est l'offre qui augmente. C'était Sundar Pichai, le patron de Google, je crois, à l'occasion de la publication des résultats, interrogé sur l'IA aujourd'hui. Lui, en tant que patron de Google, il dit le risque à ce stade, c'est pas de surinvestir dans l'IA, c'est de sous-investir. Oui, voilà. Ça. Et ces forces-là sont à l'œuvre. Voilà. Ceux qui s'inquiètent des surcapacités qui pourraient s'accumuler à un moment dans les infrastructures d'IA, le patron de Google dit on n'est pas encore à ce point-là. Alors, juste là-dessus, et je ne suis pas un expert, et puis je ne veux surtout pas m'opposer au mouvement sur l'IA. D'abord, je ne suis pas expert, et ensuite, je crois que c'est un peu vain. En revanche, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, les transformations, les grandes innovations technologiques, celles qui ont du coffre, qui durent, ça a été souvent celles qui permettaient de réduire les coûts d'implémentation. Or là, réduire des effectifs pour le remplacer par une technologie dans laquelle on va investir 1000 milliards de dollars en l'espace de 1 ou 2 ans, ne répond pas à ça. Ça ne dit pas du tout, mon propos ne dit pas qu'il n'y a pas d'avenir. Non, il y a juste que ça ne remporte, ça ne joue pas la même fonction que d'autres révolutions précédentes, où là on avait un facteur adoption qui était évident parce que je sais tout de suite ce que je vais en faire, et d'ailleurs je vais réduire mes coûts. Là, il y a encore un gros point d'interrogation sur le retour sur investissement, la monétisation des CAPEX qui auront été faits dans les infrastructures IA. Le fait que les investisseurs s'interrogent sur ces sujets-là me paraît extrêmement sain. Bon. Mais vous notez quand même un marché qui est plus défensif dans son approche aujourd'hui ? Alors, je vais essayer de résumer, parce que je vous ai tenu des discours, donc je les ai pratiqués aussi, mis en pratique, où j'étais plutôt défensif, en fait, depuis 5-6 mois. Ouais. Trop tôt. Prudent, mais prudent. Et je dirais, je sors de l'été avec un état d'esprit qui est... Je pense qu'on a un certain nombre de sujets à risque qui sont devant nous, mais j'ai l'impression que dans les quelques mois qui viennent, on va avoir des réponses et que davantage de sujets sont sur la table. Et donc, j'aurais plutôt envie de changer de posture à horizon 2025, c'est-à-dire quand ça se courra, comme tu le disais tout à l'heure, début août, quelles que soient les raisons, essayer de reconstruire des positions et de se projeter sur 2025. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une prolongation du cycle, de la conjoncture, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ? Et qu'est-ce qui fait la différence entre cette situation qui semble plutôt une situation favorable à la prise de risque, aux actifs risqués, et une situation qui nous ferait basculer dans quelque chose de plus délétère sur le plan macro ? Je pense notamment à l'Europe à nouveau. Didier, on a évoqué la politique monétaire. Il y a aussi l'aspect budgétaire qui compte beaucoup, qui est cher à votre réflexion, Didier. Et de ce point de vue-là, est-ce que comment dire,
la consolidation budgétaire, le retour de la consolidation budgétaire en Europe est quelque chose que le marché a bien évalué sur l'impact que ça va avoir sur le plan de la conjoncture notamment. Ça, j'en suis pas certain, parce que la plupart des économistes raisonnent à politique budgétaire inchangée, à commencer par ceux de la Commission européenne. Et quand on regarde les simulations de la Commission européenne sur ce que provoquerait en termes de croissance un ajustement ou une consolidation budgétaire dans l'ensemble des pays de la zone euro, on faudrait écréter la prévision de croissance l'an prochain d'environ un quart de point de PIB, disons dans le meilleur des cas un quart de point de PIB. Donc c'est pas la fin, on n'est pas du tout dans une forme d'austérité budgétaire, mais c'est quelque chose qui va limiter la croissance, surtout si on a une reprise qui se poursuit. Alors il y a cette problématique de la consolidation budgétaire qu'il va falloir étaler dans le temps. Il y a des nouvelles règles budgétaires. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus parce qu'il va y avoir évidemment des échanges avec la Commission européenne à l'automne. Mais il faut quand même se préparer au fait que les années qui viennent doivent s'accompagner d'une consolidation budgétaire, ne serait-ce que pour consolider la position de l'Europe. Est-ce que ça condamne la zone euro à une atonie économique comme celle qu'on vient de vivre depuis 2 ans? Non, je crois pas. D'accord. On peut faire ces efforts de consolidation budgétaire et garder l'idée d'une reprise économique en zone euro. Mais on ne peut pas compter sur le budget ou sur la politique budgétaire pour faire le cycle de croissance. Donc le cycle de croissance, il doit être fait de demande intérieure privée. Et cette demande intérieure privée peut toujours se reprendre, notamment du côté de la consommation. S'il y a plus d'optimisme sur le futur, avec une reprise des revenus réels qui soutient la consommation, qui fait baisser les taux d'épargne. On n'y est pas. On le voit pas. Ça marche pas. Non, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Et c'est pour ça plus on accumule d'épargne, moins on en dépense. Non, mais voilà. Mais là, il faut se poser une question en fait d'ajustement. Mais il faut aussi se dire que l'Europe a besoin de se muscler face aux États-Unis, notamment compte tenu des élections présidentielles américaines. On voit bien qu'il y a des scénarios qui peuvent amener l'Europe à devoir prendre des positions assez fortes. Et cette musculature, elle ne sera possible que si elle est d'accord sur la consolidation budgétaire. Je m'explique. On parle beaucoup, par exemple, de besoins, et ça, quel que soit le candidat qui gagnera les élections présidentielles américaines, on aura besoin de mieux structurer la défense européenne, d'investir davantage dans l'industrie de la défense en Europe, etc. Bon, si on veut, à un moment donné ou à un autre, faire naître l'espoir de pouvoir financer ça conjointement par des obligations européennes, on n'y est pas, et on est loin d'un accord entre les Européens sur ce point. Mais si on veut aller dans cette direction avec l'idée qu'il y a des biens communs européens qui seraient bons de financer par de la dette commune en Europe, un peu comme on a fait avec le Next Generation EU, il faudra bien en contrepartie que les États européens, qui sont les plus rétifs à aller dans cette direction, observent que ceux qui ont été les plus dépensiers, qui ont des dérives des dépenses publiques, font de la consolidation budgétaire. Donc il ne faut pas voir la vision à courte vue consiste à dire la consolidation budgétaire c'est mauvais conjoncturellement sur l'année prochaine. Oui, mais attention, ça peut redonner des degrés de liberté face au choc du futur. On a besoin de reconstruire des amortisseurs budgétaires et on les a plus. Et puis, ça peut aussi inciter, si jamais il y a avancer un peu plus loin dans la construction européenne. J'entends ce point. J'entends ce point. Sur le plan structurel en Europe. Même si j'ai l'impression que politiquement, on s'est éloigné, puisqu'on s'ait rapproché quand même ces derniers temps de ce chemin-là. Oui, il y a des cycles politiques pays par pays qui rendent compliqué, évidemment, la gestion des choses publiques. Mais la direction, elle est là, et il ne faut surtout pas voir la consolidation budgétaire comme étant quelque chose qui affaiblira l'Europe à moyen terme. Au contraire. Il faut la présenter comme étant quelque chose qui permettra... J'entends cet argument. Un mot de la Chine rapidement, Didier, pour que je passe la parole sur la Chine, parce que là, les matières premières s'effondrent, pardon, on perd 4% sur le pétrole, mais c'est quand même des mouvements significatifs, et j'ai l'impression qu'on fait assez vite le lien avec le trou noir chinois dont on n'arrive pas à sortir. Alors il y a une crise immobilière, alors ça tout à fait en ligne avec notre scénario, il y a une crise immobilière qui n'est pas encore bien endiguée, il y a des autorités en Chine qui ne sont pas prêtes à sortir des grands plans budgétaires ou même du quantitatif. Toujours la même histoire, rien ne change. Donc ils sont très lents à la réaction, et donc mécaniquement, on a en effet ces ralentissements qui rétroagit sur l'Europe et notamment sur l'industrie européenne. Et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation du côté de l'industrie européenne, qui est lié à la politique monétaire. D'où mon point pour les investisseurs, et notamment vous, Pierre, pas besoin d'être investi en Chine. Je crois que j'ai bien retenu le message et la demande des clients de Myria Asset Management de ne pas se forcer à investir en Chine. Néanmoins, comme le dit Didier, ça a forcément des impacts sur les activités de nos entreprises, de nos groupes occidentaux, etc. En Allemagne. Oui, en Allemagne en première ligne. Oui. Non, mais c'est sûr. Et justement, la difficulté en tant qu'allocataire d'actifs, c'est de mélanger deux risques, à savoir allouer de l'argent sur des zones géographiques, sur des indices, et mélanger avec des risques de gestion active, donc de choix d'entreprise. Et c'est vrai que quand on a des zones de ralentissement et des zones
de croissance peut-être en berne, on peut faire le choix finalement, et c'est un peu comme ça que moi je gère les fonds d'investissement de Myriad Asset Management, de finalement se limiter à un seul risque, un risque d'allocation d'actifs. Donc effectivement, on n'est pas investi sur la Chine, et pour assez bien gérer les risques de sectoriel, puisqu'on en est là sur... c'est vrai que les indices et se rapprocher, réduire les marges de manœuvre sur les investissements sous-jacents permet sans doute d'éviter des déceptions dans un environnement qui est un peu changeant. On a bien vu qu'il y avait pas mal de rotations sectorielles donc depuis avril, vous en avez parlé sur l'automobile, mais il n'y a pas que... Non, on n'en a pas parlé encore, on en parlait entre nous, mais on va en parler, oui. Alors sur l'automobile, il y a eu effectivement une grosse rotation sectorielle, mais... Le secteur a été divisé par deux sur le plan boursier depuis les points hauts du printemps. Quoi. On a les banques qui sont en train de revenir, on va dire que c'est des phénix, notamment en Europe, puisque... Et ça tient. Ça tient vraiment depuis 2021. On a aussi le secteur du luxe qui est plus volatile, on va dire, dans ce cadre-là, avec une incertitude sur les baisses des taux. C'est vrai que l'impact de la Chine est important sur l'économie européenne, mais d'un point de vue investisseur, c'est vrai que nous, on reste complètement à l'écart des actions chinoises. On aime beaucoup, en revanche, les emprunts émergents, forcément chinois, puisque là... C'est vrai qu'on a renforcé les emprunts émergents, et c'est vrai que les banquiers centraux nous donnent vraiment une vision assez claire sur les dettes émergentes en devise forte. Pour ne pas se faire piéger par tel ou tel secteur, c'est vrai qu'on privilégie vraiment des gestions très diversifiées sur tous les secteurs, avec des paris relativement contenus par rapport à la structure des indices. Le boulet chinois, Nicolas, qui souvent retenait à travers le discours des entreprises qu'on publiait notamment, grossièrement, j'ai eu l'impression que toutes les entreprises occidentales exposées en Chine ont reporté de mauvaises nouvelles et des déceptions sur cette partie chinoise. Je partage votre impression. C'est manifeste. Il y a des tas d'exemples. Le luxe et la beauté qui font une personnalité, une identité forte de l'indice parisien emportent la marque. Mais ça va beaucoup plus loin, les sujets de consommation des ménages, équipement de la maison, équipement de la cuisine, les CEP de ce monde, on le voit très bien depuis post-Covid. C'est quoi la profondeur du sujet pour eux, pour ces marques occidentales, ces franchises très puissantes? C'est un problème de manque de reprise de la consommation chinoise, ou est-ce que c'est de plus en plus mais les deux face à un consommateur chinois frileux, l'émergence de marques chinoises qui trouvent peut-être en première intention le consommateur chinois là où elle ne les trouvait pas forcément auparavant. Et ce phénomène-là, jusqu'où il se diffuse? Dans l'automobile, je crois qu'on a compris, mais est-ce que ça va jusqu'à attaquer des secteurs forts pour nous, comme la beauté, le luxe, demain, etc. Grégoire, je crois que le sujet principal récent, c'est-à-dire des 12 derniers mois, 18 derniers mois, c'est un sujet, on va dire macro, c'est un sujet de manque de confiance dans la conduite du pays et du consommateur chinois. Point. Le reste, la concurrence chinoise, ça a toujours existé. Enfin, on n'a pas découvert dans cette décennie que les Chinois étaient capables de reproduire, de copier, d'exporter, d'innover. Et il est vrai que récemment, c'est-à-dire ces dernières années, comme il y a des avenues de croissance, l'innovation dans des sujets comme la beauté, c'est absolument patent. Il y a une foison d'acteurs. Les Coréens qui progressent, qui gagnent des parts de marché, mais avec une vitesse, une rotation aussi, un côté parfois éphémère du succès. Attention, c'est des étoiles qui filent. C'est pas pour autant qu'il y a eu l'émergence à ce stade de gros acteurs fédérateurs. Il n'y a pas encore le Hermès chinois ou le LVMH chinois ou le Louis Vuitton chinois. Non, je crois qu'on en est loin. Non, parce que dans d'autres secteurs, je vois un Luckin Coffee, par exemple, sur le marché du café, qui lui, n'arrête pas de gagner des parts de marché, là où Starbucks, en Chine, désormais, en perd. Enfin, il y a quand même des histoires de vases communicants qui sont parfois spectaculaires. Donc, indéniablement, de toute façon, vous avez bien vu dans l'énergie renouvelable, les puces, enfin, just name it, les trains, les voitures... la concurrence chinoise est à prendre extrêmement au sérieux. D'abord sur un plan local, domestique, le marché chinois reste un marché adressable profond,
sauf qu'il a perdu sa croissance à 2 chiffres, et parfois c'est de la décroissance qui peut être structurelle ou qui peut être d'ordre cyclique. Maintenant, le vrai sujet, c'est contrer la concurrence chinoise sur les autres marchés. Alors, allez, vous les avez envie de parler d'automobile. Moi, je n'investis plus dans l'automobile depuis des années. Je n'ai pas d'envie du tout de revenir. Enfin, il faut vraiment regarder que le marché européen pour se focaliser sur les voitures chinoises qui inondent le monde émergent depuis, 10 ans. Oui. Et qui est-ce qui a remplacé, Peugeot en Iran et l'Iran, c'est un tout petit marché. Donc, la concurrence chinoise dans l'automobile, et c'est devenu la force dominante. On a vu les États-Unis qui faisaient 15 millions d'immatriculations. La Chine est devenue 20, 25. Ça se tasse. C'est le premier marché demande locale. C'est le premier sourceur d'exportation. Et on retrouve la faiblesse structurelle du marché, enfin des acteurs automobiles européens, puisque... Et donc quoi, ça n'est que le début des problèmes pour les grands acteurs automobiles européens. Quand Volkswagen en est à dire qu'on va peut-être fermer des usines en Allemagne, moi ça me fait penser à Linde qui nous dit moi je quitte le DAX parce que je serai mieux valorisé de toute façon sur le marché américain. Alors là, Linde, c'était l'aspect boursier. Là, on est dans la réalité où c'est des emplois, où c'est une marque, Volkswagen, un emblème, etc. quoi. Des chaînes de valeur. Grégoire, je vais essayer de ne pas mettre de l'huile sur le feu et pas donner de leçons. Mais franchement, à partir du moment où le politique dit ce que vous devez vendre à des consommateurs, et qu'on se rend compte que le consommateur a quand même un goût assez mesuré de la chose électrique, ça rime pas bien avec le capital. Ça fait 5 ans que le marché automobile européen est dicté par des directions qui ont été données par des politiques. Pas par le consommateur et pas par les constructeurs qui, quand ils avaient le parler vrai, ont tout dit il y a 3 ou 4 ans. Donc là où oui, c'est qu'on n'a encore rien vu, les craintes qu'on peut avoir, c'est sur le plan social en Europe. L'écosystème automobile en Europe fait travailler des millions de personnes. Ça oui, ça fait peur. Après le reste, on va mettre des barrières, on va se défendre comme on peut, mais d'un point de vue investissement, c'est le lieu, c'est le sujet de votre émission. Oui, c'est pas la peine de s'embêter avec ces Si vous n'en avez pas fait depuis 2019, c'est pas maintenant que vous avez envie d'en faire. Quand l'innovation ne marche pas et ne crée pas le marché, restez à l'écart. Il y a des leçons un peu macro, même en termes de politique publique à retirer de ce qui se passe sur le secteur automobile en Europe aujourd'hui, de cette espèce de tempête parfaite. Je crois que là... On ne voit pas beaucoup d'issues positives, franchement, pour ce secteur aujourd'hui, Didier. Et puis, il y a un poids lourd. Et puis, il y a un grand point d'interrogation qui va être la politique américaine post-élection, notamment si on a sur les tarifs avec, bien sûr, parce que ça va être le sujet. Donc, je pense qu'il est difficile de se positionner avant, parce que c'est assez binaire, et on aura évidemment plus de tensions protectionnistes si Donald Trump est élu. Donc là, je pense que tout le monde va être sur le qui-vive en fonction des scénarios, et on va vers une montée. On a des pressions protectionnistes qui sont là pour durer. Donc ça peut rétroagir sur le plan macroéconomique, et ça peut d'ailleurs freiner et jouer sur les fonctions de réaction des banques centrales, puisque selon le candidat, si on a plus d'inflation, je pense notamment à Donald Trump, qui peut être un candidat plus inflationniste que Kamala Harris, et bien dans ce cas-là, ça peut freiner la baisse des taux de la Réserve fédérale. Alors il y a deux vecteurs d'inflation potentielle d'une victoire de Donald Trump. Il y a évidemment les pressions protectionnistes, bien sûr, ça c'en est un premier. Et puis il y a un deuxième point, c'est ce qui ferait vis-à-vis de la main-d'œuvre des flux migratoires. Enfin, je veux dire, la volonté de reconduire à la frontière tout un tas de migrants, ça peut jouer aussi sur le coût du travail et provoquer un choc sur les situations d'inflation. Donc on voit bien que là, on va avoir des élections qui vont être assez fondamentales, j'ai envie de dire, pour les perspectives. Et ça dépasse de loin, bien sûr, on l'aura compris, les États-Unis, et rétroagir sur le secteur automobile, bien sûr, mais plus généralement sur le commerce mondial. Donc là, on a un vrai sujet de préoccupation, et malheureusement, il va falloir attendre bien sûr le résultat des élections pour en savoir plus. Mais je pense qu'il faut se préparer à une conflictualité quand même plus importante. Ouais. Bon, pour des secteurs, effectivement, comme l'automobile, qui vont se retrouver en première ligne, effectivement, dans le cas où Trump reviendrait avec l'idée de tarifs.
On sait combien il était fâché de voir des Mercedes circuler sur la 5e avenue en bas de la, Et d'où la en bas nécessité, de la Trump Tower. et d'où la nécessité de se muscler en Europe, parce qu'il faut se préparer à des lendemains qui vont être difficiles. Et quand bien même Kamala Harris serait élu, je pense que l'Europe a besoin de se consolider de façon assez Et se muscler, ça passe Et se par la muscler. consolidation budgétaire pour des pays C'est comme la un France élé- qui ont abusé un peu. C'est peut-être. un élément de la D'accord. consolidation budgétaire, ce n'est pas le seul, mais si on veut progresser, il va falloir passer par Ce qui est dommage, c'est que ce serait- à l'échelle de l'Union Ce qui européenne. serait hyper collaboratif, c'est d'avoir de la consolidation budgétaire là où on en a besoin et d'avoir de l'expansion et un soutien budgétaire venant de pays qui pourraient en avoir besoin pour eux-mêmes et pour l'ensemble de l'Europe. Oui, et alors là, il faut Non, mais- dire oui, exactement. l'Allemagne, je veux notamment. dire, ça marche dans les deux sens. Mais l'Allemagne est piégée par sa règle budgétaire, et sa règle budgétaire, ils ne reviendront pas dessus avant les élections de septembre 2025. D'accord. Et donc on a un Jusqu'à an. l'automne 2025, rien à attendre de l'Allemagne. Non, malheureusement. Un mot pour finir, alors pour reprendre peut-être un peu l'idée d'allocation du moment, Pierre, donc toujours pro-risque, en tout cas l'idée que la situation peut profiter aux actifs risqués reste valable. Comment ça s'exprime dans une allocation ? Alors, pour synthétiser un peu tout ce qui vient d'être dit, moi, ce que j'entends, vous amener de l'eau à mon moulin, j'espère. C'est vrai qu'on ne voit pas bien dans ces circonstances quoi faire en dehors des grandes capitalisations. C'est vrai que on entend quand même que sur ce plateau que le vrai risque il pèse sur les petites et moyennes capitalisations bien plus que sur les larges, puisque si on a en absence de consolidation budgétaire des risques, on va dire sur certaines zones. L'idée, c'est d'être vraiment au maximum diversifié et diversifié sur des acteurs mondiaux. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait. Donc, malgré les valos à la casse, malgré un momentum opérationnel qui reste quand même bon, c'est toujours pas le moment de s'exposer trop, en tout cas, au small et mid cap. En tout cas, si je fais la synthèse de ce qui vient d'être dit, on est quand même assez consensuel dans notre scénario chez Myriad Asset Management. C'est vrai qu'on a peu de rémunération à s'extraire des indices. Et c'est vrai que les indices sont principalement composés de grandes capitalisations. Donc, on n'a pas du tout l'intention de se surexposer aux petites ou aux moyennes capitalisations. Toujours les zones les plus développées. On est revenu sur les émergents, donc par la dette en devise dure. On aime toujours le high yield. Et c'est vrai que là, ce qu'on aime bien, c'est enfin, on a un vrai pivot. Parce qu'on ne parle plus du pivot, mais on a un vrai pivot. Et donc, les banques centrales pivotent. Donc, vraiment, c'est pro-risque, c'est pro-croissance, pro-risque. Donc, on aime beaucoup le haut rendement. Et donc, oui, toujours en actif risqué, en ayant toujours cette petite musique qui nous dit attention aux corrélations qui peuvent se revenir à 1 très très rapidement. Et ça, on pense que les marchés peuvent être un petit peu plus chahutés. Compliqué de ce point de vue-là. Bon. Cet été, on a vu justement plutôt un amortisseur obligataire face à la baisse des marchés actions, sur la partie actions entre autres, mais plus globalement aussi. Nicolas, quelle est un peu la ligne de conduite là, chez Autingre Banque Privée pour les clients en ce moment ? Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand même un fond de prudence. Vous trouvez des positions d'attente avant d'y voir qui pivote, qui va pivoter. Je suis plus prudent que la moyenne chez Autingre. D'accord. Alors là où Pierre a raison, d'un point de vue d'allocataire d'actifs, les arguments, j'en ai pas. Ayant un goût pour la classe d'actifs des small et mid cap, je note que un certain nombre d'histoires sont d'une qualité qui n'a pas grand-chose à envier aux grandes. Toujours, oui. 2, des niveaux de valorisation plus bas. Des business models parfois plus faciles à comprendre, en tout cas des mécanismes de fonctionnement des leviers opérationnels dans un sens ou dans l'autre qui sont plus faciles à comprendre, et une classe d'actifs qui est peu détenue et qui, lorsqu'elle bouge, peut aller vite. Donc, les arguments, notre immixtion dans la classe d'actifs il y a quelques mois, qui est au stade observatoire pour préparer 2025, est toujours là. J'entends. On fera un spécial small et micro cap même demain dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour Planète Marché. Pierre Bismuth, Myriad Asset Management, Nicolas Brault, Autingre Banque Privée et Didier Borowski, Amundi Institute.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. On parle d'immobilier ce soir à travers les véhicules d'investissement qui sont les SCPI. Et nous en parlons avec un leader du marché et le directeur général de Sofidy, Jean-Marc Peter, qui est à mes côtés. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. L'idée de ces interviews thématiques en cette période de début de mois de septembre, c'est de faire un petit état des lieux de vos marchés sur vos domaines d'expertise. Une manière justement de parler de l'immobilier à travers les CPI, c'est de regarder un petit peu les travaux qui sont effectués de manière récurrente par les experts indépendants sur la valorisation des actifs que vous détenez en portefeuille. Ce dernier travail est effectué à l'été, je crois, chez vous, chez Sofidy. Qu'en ressort-il, Jean-Marc? Parce que j'ai observé plutôt une progression des valeurs dans les fonds et les stratégies de Sofidy. Alors, je vous laisse caractériser peut-être effectivement ce qui est ressorti de ces travaux d'experts indépendants. Alors, tout fonds confondu, et c'est vrai qu'on est très granulaire, donc on a plusieurs milliers d'actifs immobiliers. Les expertises, qui sont d'ailleurs quasiment obligatoires maintenant, à mi-année, chez nous font apparaître une très légère progression de plus 0,3%. Donc c'est pas une énorme progression, mais au moins ça veut dire qu'on a passé le cap des baisses. Et d'ailleurs, en cette rentrée, on a plutôt un environnement médiatique qui commence à se poser la question, est-ce qu'on est arrivé à la fin de la baisse? Qu'est-ce que ça pas C'est le sens des papiers qu'on voit un peu partout sur l'immobilier en cette rentrée. Donc bien entendu, plus 0,3, vous avez des plus, des moins. Ouais. Alors les moins, c'est encore le bureau. Mais on arrive en fin de correction, notamment les bureaux qui sont en périphérie grande ville et ceux aussi en Allemagne qui ont un peu corrigé. Mais il y a des classes d'actifs qui commencent franchement à montrer des progressions. Alors bien entendu, le commerce, c'est un peu notre spécialité, notre ADN, mais vous avez aussi l'hôtellerie, vous avez aussi l'activité, la logistique, et même les bureaux qui sont très bien placés au cœur des villes voient des valeurs qui progressent un peu. Ouais. Et en plus, il y a eu beaucoup... Vous savez que les loyers sont indexés, donc les loyers progressent avec l'indexation. Si votre local est bien placé, vous faites payer aux locataires des progressions de loyer qui participent au maintien des valeurs, voire à la progression des valeurs. Et donc c'est un moment d'opportunité pour des investisseurs en immobilier qui ont de la poudre sèche, comme on dit, Jean-Marc, et on en a discuté régulièrement avec vous sur ce plateau. C'est le cas de Sofidy, ça veut dire que les opportunités existent et vous continuez de les saisir au fil de l'eau. Comment ça se passe? À quel rythme? Quels ont été les montants déployés, les actifs ciblés, etc. Alors, oui, effectivement, on ne s'est jamais caché qu'on avait beaucoup de cash. Cash is king, surtout quand le marché se prête à l'investissement. Et on a déjà 600 millions depuis le début de l'année 2024 qui ont été investis. Alors, réellement investis, c'est-à-dire signés dans le patrimoine la moitié. Et il y a 300 millions qui sont sécurisés, donc sous promesse de vente ou sous exclusivité. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de rendement moyen à l'achat de ces 600 millions, et ça couvre beaucoup de classes d'actifs et beaucoup de géographies, c'est près de 10%. C'est phénoménal. Ça, c'est intéressant. C'est phénoménal. Et vous savez, l'immobilier, c'est cyclique. Donc, il y a eu une période de baisse assez forte. L'immobilier va remonter. Et donc, c'est intéressant d'avoir du cash. C'est intéressant de profiter de cette situation pour acheter des actifs, sans doute dans des conditions très favorables. On a, par exemple, fait une opération en février 2024 qui a un peu fait parler d'elle. On a racheté avec Clépierre pour 25% le centre au Paris Nord, qui est un centre très installé, avec 11 millions de visiteurs, 200 boutiques, et on l'achetait dans des conditions double digit, donc dans des très bonnes conditions. Et ça, ce rendement, parce que quand on est sur des marchés obligataires ou des marchés actions, je sais pas, moi, quand je vois du 10-15% de rendement sur une action, je me dis, oula, il y a un problème. Là, on parle d'actifs qui ont des fondamentaux, qui ont une qualité intrinsèque, c'est bien ce que vous cherchez. Absolument. Et qui se sont trouvés à des prix décotés peut-être comme jamais. Absolument. Les fondamentaux, vous savez qu'en matière d'investissement immobilier, c'est d'abord la qualité de l'emplacement, ensuite il y a la qualité du locataire, la qualité du bâti, la qualité écologique du bâtiment. Alors, pour être totalement transparent, il y a une partie de ces investissements qui servent à alimenter notre nouveau fonds, qui est une SCPI qui s'appelle Sophie Dynamique, dont les objectifs de rendement sont plus élevés que le marché. Notre objectif, c'est 7% et même peut-être 8%, peut-être même plus cette année. Et donc, c'est un peu plus épicé, comme vous dites. C'est ça, épicé, Jean-Marc. Voilà, si on fait un petit pas de côté, mais tout en étant quand même relativement... Ouais. Alors évidemment, tout ça n'est pas garanti, bien entendu. Pour autant, Sophie Dynamique a cet objectif de rendement un peu épicé. Oui. Ouais.
sur les dossiers que vous avez signés ou qui sont en cours ou sous promesse de vente, pour une signature, combien de dossiers analysés, regardés, travaillés? C'est beaucoup de travail. Parce que il faut scanner beaucoup de géographie, beaucoup de types d'actifs, beaucoup de locataires. Donc, en gros, on a un pourcentage de réussite de 1,3%, 1,4%. Donc, c'est pour 70 dossiers étudiés, il y en a un qui arrive au bout et qui est signé. Et c'est un ratio qui est dans la norme historique de Sofidy? C'est un ratio qui s'est allongé? Ça a toujours été. D'accord, ça a toujours été comme ça. Non, mais c'est pour montrer le travail de fourmi que ça nécessite. Alors peut-être qu'il y a moins de dossiers qui se débouclent et moins rapidement, parce qu'on est en période chahutée, donc le marché est un peu nerveux, donc ça peut prendre un peu plus de temps pour aller au bout d'un dossier. Ouais, bon. Sur les 600 millions, donc 300 millions signés, 300 millions en cours. Je veux dire, c'est l'enveloppe pour vous sur l'année. C'est le rythme d'acquisition que vous attendez cette année, ou ça peut aller encore Ça peut aller encore plus loin, puisque aujourd'hui, il y a 300 millions qui vont être investis. Et aujourd'hui, on a plus de 500 millions de cash, sans compter l'appel au marché, l'appel aux banques qu'on pourrait éventuellement faire, puisque aujourd'hui, acheter à plus de 9%, c'est pas idiot. Remettre un peu de levier, de mettre un peu de levier pour profiter de cette fenêtre de tir. Ouais. Donc j'ai cité le Centre Parana. On a aussi acheté des commerces qui sont situés place du Capitole à Toulouse à 6,6% de rendement. On a aussi acheté un immeuble mixte qui est situé dans le quartier central d'Amsterdam pour 6,2%. Donc c'est toujours dans la logique de notre stratégie d'investissement et quand même de rigueur et de sélectivité. Le bureau, c'est un segment qui vous intéresse, qui vous intéressera, qui va vous intéresser à nouveau? Alors, le bureau aujourd'hui souffre beaucoup, surtout le bureau de périphérie, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement des grands utilisateurs pour réduire leur surface et concomitamment aller plus vers la centralité. Donc être en périphérie aujourd'hui peut poser problème. Pour autant, ça veut dire que les bureaux qui sont bien placés dans les Central Business District des capitales européennes a encore de beaux jours devant eux, et ça fait partie de nos cibles d'investissement. Il faut savoir aussi être un peu contrariant. En termes de gestion des fonds et de vos actifs, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut dire des performances opérationnelles, de vos locataires, déjà des taux d'occupation que vous pouvez avoir dans le commerce, etc. Et est-ce que les business tournent? Alors, les taux d'occupation qu'on constate aujourd'hui au 30 juin, parce que c'est le dernier chiffre officiel, sont assez élevé, on est autour de 92%, donc il y a beaucoup de travail de gestion, notamment sur tous les commerces. C'est du travail un peu spécifique dont on a l'expérience et le savoir-faire. Donc 92%, qui est un taux qui est de bonne qualité. Et tout ça va logiquement conduire à des rendements qui seront conformes à ce qu'on a annoncé. Bon, c'est pas garanti, mais sur tous nos fonds, on va être entre 4,75 et plus de 8% quand je pense à notamment Sophie Dynamique. L'essentiel de nos SCPI, les principales, vont sans doute servir à un rendement supérieur ou égal à 5%. Ouais. Et dans le contexte de marché actuel, ce 4,75, 5%, comment ça résonne chez vos clients sur le plan commercial, pour Sofidy? Est-ce que là, il y a une période de souscription? Est-ce que les gens reviennent? Est-ce qu'on est rassuré? Ou est-ce que c'est encore un peu flou? On sent que ça frémit. Pour être très transparent, on a beaucoup souffert, ainsi que la profession, des produits concurrents court terme, puisque vous savez que les banques centrales ont monté les taux court terme de façon très importante, et donc il y avait la possibilité de souscrire à des livrets, à des fonds datés. Du sans risque à 4%, du sans risque à 4%, partout. Donc c'est difficile de lutter contre ça, et évidemment, au fur et à mesure que les banques centrales vont assouplir et baisser les taux court terme, évidemment, ces produits vont être moins intéressants. On va retrouver notre place en tant que fournisseur de solutions pour préparer sa retraite, avec un objectif de rendement non garanti de 5%. Et on est en train de retrouver notre clientèle. Les SCPI, vous savez, entre nous, c'est le fonds de pension à la française. Et les retraites en France, c'est un vrai sujet. On a une forme de solution de la retraite par capitalisation au travers des c'est perçu comme tel de la part des Français ou des épargnants français. C'est-à-dire que j'ai pas de retraite par capitalisation, mais j'ai une SCPI. Ça Absolument. fait le job. Absolument. Et cette fenêtre d'opportunité pour en retirer du 4,75, 5%, vous l'estimez
durer combien de temps, s'il faut se mouiller un peu là-dessus, Jean-Marc? Je pense que ça va durer assez longtemps. Ça va durer assez longtemps, puisque aujourd'hui, je pense que on va faire des bonnes affaires, on va faire des bons coups à l'investissement, comme on se l'est dit en début d'interview. Et ensuite, on va être porté par une inflation qui sans doute va rester un peu plus élevée que les 2% objectifs des banques centrales européennes, parce que on vit aujourd'hui dans un monde où il faut financer la retraite, il faut financer l'armement, la transition écologique, etc. Tout ça, c'est inflationniste. Et donc, quand il y a de l'inflation, l'immobilier protège de l'inflation, et les loyers perçus par les SCPI sont indexés sur l'inflation contractuellement, s'ils sont bien placés. Non, puis c'est bien, on revient dans une vraie logique de rendement. On ne cherche plus uniquement l'appréciation de la valeur du bien, la logique de rendement reprend naturellement le dessus. Là. Absolument, on a connu une période de 15 ans où il y avait de plus en plus de plus-value immobilière et donc on faisait de moins en moins de rendement. Plus 50%, plus 100%. On change de période où il y a moins de plus-value mais plus de rendement en fait. Et du rendement qui sera durable, on l'espère effectivement. Non garanti. Non garanti, je crois que vous l'avez dit. Je pense durable. Oui. Non garanti. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Peter qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique en studio, en plateau pour faire un état des lieux justement sur ces dynamiques immobilières et l'investissement SCPI, le directeur général de Sofidy.